Les élections à Madagascar ne sont pas crédibles, selon le CAMEF Konoé, éducation des citoyens, en raison des nombreuses irrégularités constatées avant, pendant et après le scrutin du 16 novembre. L'organisation s'est mobilisée en mission d'observation dans les 23 régions le jour de l'élection présidentielle. 5 individus ont été abattus par balle par les forces de l'ordre aujourd'hui vers midi à Tanambawanduan Manches, à proximité de la résidence de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamasu. Dans l'actualité internationale, le bruit des armes et des bombes résonne toujours dans le nord de Gaza, particulièrement à Gazaville. Des sources proches du Hamas font état de tensions ces dernières heures, notamment à l'hôpital indonésien au nord de l'enclave. Des évacuations se poursuivent également dans un autre hôpital, celui d'Al-Shifa. 28 bébés prématurés ont été évacués de l'enclave palestinienne et sont arrivés en Égypte. Les élections à Madagascar ne sont pas crédibles, a déploré aujourd'hui le CAMEF Konoé, éducation des citoyens, en raison des multitudes d'irrégularités constatées avant, pendant et après le scrutin du 16 novembre. Le CAMEF Konoé, éducation des citoyens, s'est déployé en mission d'observation dans les 23 régions le jour de l'élection présidentielle. Ils ont surveillé 738 des 1376 bureaux de vote répartis dans 69 districts, dont 50 ont bénéficié du soutien financier de l'OIF. Selon leur constatation, les élections ont perdu leur crédibilité pour une pléthore de raisons. L'élection présidentielle n'est pas crédible, car il y a trop de manquements aux principes de base. Quand une personne va voter, c'est en connaissance de cause. Nous avons constaté que la majorité des citoyens qui se sont rendus aux urnes sont des femmes de plus de 35 ans. Des associations de femmes avaient été créées au sein d'un ministère pour leur fournir de l'aide. Là, on voit que la majorité des électeurs sont des femmes. Y a-t-il un lien entre les deux situations? Ces femmes ont-elles voté en toute conscience? À mesure que l'on s'enfonce en milieu rural, les rumeurs s'amplifient, les sources d'information diminuent et le taux de participation augmente. En tant qu'observateurs, nous ne pouvons que constater pour rester dans la neutralité. Il revient à l'opinion publique de juger. Pour nous, ces élections ne sont pas crédibles. En sus des éléments mentionnés précédemment, le CAMEF Konoé souligne que la date prévue par le CENI pour sortir les résultats officiels du scrutin est précipitée et ne respecte pas les délais prévus par le code électoral. Conformément à la loi, les résultats des élections devraient être transmis au SRMV dans un délai de 5 jours, à la CENI en 7 jours et à la HCC en 9 jours. Les méthodes de travail nous surprennent. Tous les résultats scannés auront-ils été vraiment confrontés avec les originaux en 1 ou 2 jours? La question se pose au vu de la précipitation observée pour publier les résultats de l'élection. Selon le CAMEF Konoé, la première mesure préconisée consiste à la tenue d'une table ronde regroupant les forces vives, où elles pourraient collaborer afin de définir une stratégie commune pour prévenir les troubles. La deuxième alternative serait d'avoir recours à la force pour rétablir l'ordre. Cependant, le CAMEF Konoé souligne qu'il est impératif d'éviter d'atteindre de telles extrémités, car elles ne seraient pas bénéfiques pour les Malgaches. Il y a 2 schémas, dialoguer ou forcer la personne à dialoguer, car on ne peut plus se permettre de perdre du temps. Le CAMEF Konoé a constaté que le taux de participation le plus bas était de 13,64% enregistré dans un bureau de vote à Atananarivo. Pour comparaison, lors du premier tour des élections présidentielles de 2018, le district d'Atsalouv avait enregistré un taux de participation de 35,61%, tandis que le district Ikalamavoun avait enregistré 25,37% au deuxième tour. Lors de la récente élection, le bureau de vote affichant le taux de participation le plus élevé se situait dans la zone rurale de Marlambe, avec un taux de 100%. Durant le premier tour des élections de 2018, le taux de participation le plus élevé avait été enregistré à Swavnanjin et Itas avec 67,67%.
Le KMF CNOE, Éducation des citoyens, a appelé aujourd'hui la CENI à mener une enquête approfondie sur les irrégularités constatées avant, pendant et après le scrutin du 16 novembre dernier. Au cours de sa surveillance des récentes élections présidentielles, le KMF CNOE a constaté des violations manifestes du code électoral, parmi lesquelles figure le défaut de scellement des résultats électoraux de 20 bureaux de vote à Betaf qui sont parvenus au SRMV. À Akilzat, les résultats du scrutin ont été pris en charge et remis au SRMV par un seul délégué, une procédure en totale contradiction avec la loi qui stipule clairement que le délégué et le chef du Fouctan sont conjointement responsables de cette remise. En outre, le KMF CNOE a dénoncé une autre violation majeure, à savoir le non-respect du principe d'arrêtage de la liste électorale avec des ajouts effectués un jour avant l'élection dans les localités telles qu'Ambouidjachim, Anjamasn, Antan Najif 5, Atan Najif 6, Belou et Anjoui. Le KMF CNOE a également émis les réserves quant à la qualité de la formation dispensée par la CENI aux membres des bureaux de vote, estimant qu'elle était insuffisante et avait eu un impact négatif sur la gestion de ces bureaux. La loi stipule clairement dans l'article 127 que la CENI est tenue d'offrir une formation efficace aux membres des bureaux de vote. Cependant, on souligne des lacunes significatives dans cette obligation, notamment des sessions de formation d'une durée très limitée, souvent d'1 ou 2 heures, qui ne sont ni suffisantes ni de qualité satisfaisante. De plus, plusieurs bureaux de vote ont souffert du manque de fiches d'ajout et de matériel nécessaire. Un incident notable est survenu à Tana 2, où un citoyen portant un t-shirt de candidat a été autorisé à voter malgré cette violation apparente des règles. Nous avons aussi trouvé que la CENI était défaillante en matière de communication. On se demande si c'est un problème au niveau de la stratégie de communication ou au niveau du budget. Les médias locaux ont été négligés et la veille du scrutin, des citoyens se demandaient encore si les élections auraient effectivement lieu le lendemain. Le KMF CNOE a déploré également que ces observateurs n'ont pas été autorisés à entrer dans les bureaux de vote durant l'élection. Soit la formation dispensée était insuffisante, soit le formateur n'a pas réussi à transmettre les compétences de manière efficace, soit les personnes formées n'ont pas compris les explications. Les événements survenus à Ambatnjalamba ou Moudjabib en sont une illustration, où nous avons été refoulés devant le bureau de vote, malgré la possession de badges en règle. Même en tant que journaliste, j'ai utilisé ma carte de presse et me suis vu refuser l'entrée dans les bureaux de vote. Les observateurs sont présents pour certifier la crédibilité des élections, en observant simplement si la gestion du bureau de vote est normale et conforme aux règles établies. La question qui se pose est pourquoi avons-nous été repoussés de cette manière? Cette situation a suscité des inquiétudes. Quant à la transparence des élections, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas des activités illégales en cours. Notre accès a été refusé jusqu'à la fin, sous le prétexte que nous n'avons pas de carte d'identité légalisée, une justification qui ne semble pas du tout logique. Face à la multitude d'irrégularités constatées, le KMF CNOE a déclaré la non-crédibilité de ces élections et a appelé la CENI à entreprendre des enquêtes approfondies. Selon ses explications, le KMF CNOE déplore l'attitude passive de la CENI qui semble observer ces infractions sans y réagir ni prendre des mesures pour y remédier. L'élection non crédible du 16 novembre va conduire à un gouvernement non légitime, non reconnu, susceptible de diviser les Malgaches et de dissuader les investisseurs, selon le parti politique Maharna aujourd'hui. Selon leurs explications, le faible taux de participation à ces élections est indéniable, malgré les tentatives visant à gonfler les chiffres. Cette situation aura des conséquences néfastes sur le pays, en particulier en termes de développement. L'adhésion du peuple est cruciale pour le succès de la stratégie ou de l'axe de développement du gouvernement. Si le peuple n'adhère pas à cette vision, le développement du pays devient difficile. La participation citoyenne est un élément clé d'une bonne gouvernance et l'élection représente par excellence une forme de participation citoyenne. Un faible taux de participation aux élections est déjà indicatif d'une mauvaise gouvernance.
Au-delà du désintérêt croissant des citoyens, ces élections non transparentes risquent de dissuader davantage les investisseurs. Le pays fait déjà partie des destinations à risque où les investisseurs ont perdu confiance depuis longtemps. Lorsqu'il s'agit d'investir dans un pays, plusieurs paramètres entrent en jeu. Les investisseurs doivent évaluer les risques potentiels de perte de leur capital, examiner la stabilité du pays et évaluer le climat des affaires. Lorsque ces paramètres ne sont pas pris en compte, cela peut dissuader les investisseurs de s'engager dans le pays. Le faible taux de participation citoyenne, reflétant l'instabilité du gouvernement qui sera en place, pourrait décourager davantage les investisseurs. Pour surmonter cette impasse, le parti politique Marne estime qu'une table ronde est nécessaire afin de rétablir la confiance entre les dirigeants et le pays. L'objectif commun serait d'atteindre le développement du pays. Ceux qui refusent de s'engager dans cette démarche sont, selon le parti, tenus pour responsables de la division actuelle des Malgaches et de l'avenir incertain pour le pays. 5 individus ont été abattus par balle par les forces de l'ordre aujourd'hui vers midi à Tanambawanduan Malsez, non loin de la résidence de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamaasu. Selon les témoignages des habitants, ces individus se trouvaient à bord d'un véhicule et ont engagé des tirs avec les forces de l'ordre. À la suite de cet échange de tirs, toutes les vitres du véhicule ont été brisées et les individus tués. Nous étions près de ce portail lorsque 2 gendarmes sont arrivés sur les lieux, suivis d'un 4x4 blanc. Les gendarmes ont ouvert le feu sur le 4x4 en demandant au conducteur de s'arrêter. Les individus à bord du 4x4 se sont dispersés pour tenter de s'échapper. 3 d'entre eux ont été abattus sur place, tandis que les 2 autres ont réussi à s'enfuir pendant un moment. Par la suite, les gendarmes en ont appréhendé un et l'ont tué, tandis que le dernier a été neutralisé un peu plus loin. Nous ne connaissons pas ces individus, ils semblaient être de passage. Cependant, le véhicule était familier, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. C'était une vraie fusillade avec des échanges de tirs. Il y a eu 26 coups de feu. À midi et plus, lorsque nos journalistes sont arrivés sur les lieux de la fusillade, ils ont rencontré des restrictions pour recueillir librement des informations et il leur a été interdit de prendre des photos des 5 individus. Selon des témoins, les victimes portaient des uniformes militaires et de l'argent a été découvert dans leur véhicule. Les coups de feu étaient nombreux. Après que 3 personnes aient été tuées, il y a eu une pause momentanée. Apparemment, certains des individus traqués se sont cachés dans les environs. Ensuite, les tirs ont repris. 2 personnes ont été tuées là-bas et une autre a été appréhendée vivante. Selon les gendarmes, il y avait 7 individus au total. De l'argent a été trouvé dans leur 4x4. Prise de peur, je me suis enfui. Mais je suis revenu et suis entré dans ce portail. Des gendarmes m'ont indiqué la sortie et je me suis caché avec plusieurs autres personnes. Ces individus tués portaient des uniformes militaires. Les citoyens se sont interrogés sur la raison pour laquelle on a tenté de dissimuler le fait que ces individus étaient en uniforme militaire. En plus de l'enlèvement de la plaque d'immatriculation du véhicule impliqué, les lieux de la fusillade, un endroit paisible et peu fréquenté, non loin du domicile de la présidente de l'Assemblée nationale, ont également attiré l'attention. Le véhicule utilisé par les 5 individus était d'un modèle qui coûtait 1,5 milliard d'ariage, un véhicule que seule une poignée de personnes peut se procurer. D'après les explications, l'évolution de cette affaire est attendue. Les activités pédagogiques au niveau de l'université d'Antananarivo sont de nouveau suspendues. Cette décision a été prise aujourd'hui lors de l'Assemblée générale du CSS, section Antananarivo. Selon le syndicat, les salaires de 3 enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants ont été suspendus suite à leur manifestation. Les enseignants de l'université font actuellement face à des intimidations selon les explications. Bien que le CSS ait annoncé la semaine dernière son intention de reprendre les activités pédagogiques, les récents événements l'ont incité à changer d'avis.
La HCC revient elle-même sur ses décisions. Tout d'abord, elle confie la présidence par intérim au gouvernement collégial, puis fait volte-face en la remettant au président du Sénat, un sénateur dont la légitimité de sa nomination demeure incertaine. Puisque les décisions de la HCC sont réversibles, la nôtre peut également l'être. Ainsi, selon la décision de l'Assemblée générale, les activités pédagogiques sont de nouveau suspendues. Nous tenons à rappeler aux dirigeants que le pouvoir qui leur est conféré peut être révoqué en quelques mois. Dans le secteur de l'éducation, notre détermination demeure constante. Le CCS a affirmé exiger une réponse immédiate à leurs revendications. Il prévoit également des discussions avec d'autres instances responsables de l'éducation pour retarder les différents examens nationaux. Le CCS soutient que l'effort visant à conclure l'année universitaire en cours dans un laps de temps aussi court va à l'encontre des normes établies à cet égard. Il est difficile d'envisager d'enseigner à des étudiants pendant 4 à 6 heures d'affilée sans pause. Du point de vue technique, une telle approche compromet la qualité de l'enseignement supérieur. À l'échelle mondiale, les nombreuses universités suivent des normes strictes qu'il est essentiel de respecter. Il est imprudent de fixer arbitrairement des délais pour terminer l'année académique sans prendre en compte ces normes. Des experts en éducation sont là pour guider ce processus. Le fait qu'un étudiant de cette université ait remporté un concours mondial témoigne du niveau élevé de l'université dont on arrive. Le CCS a souligné aujourd'hui que la suspension du salaire des chercheurs enseignants et enseignants-chercheurs enfreint les lois en vigueur. Il a appelé la cessation des intimidations envers les enseignants de l'université. Selon les dernières nouvelles, le président du CCS section Antananarivo a été convoqué à la brigade criminelle cet après-midi. Aujourd'hui, dans la capitale, de nombreux citoyens ont continué à manifester en faveur de la restauration de l'état de droit, exprimant leur soutien au collectif des candidats. Ces citoyens appellent les forces armées, les gendarmes et les policiers à cesser d'utiliser la force contre les citoyens. Selon eux, ce mouvement est pour l'intérêt de tous les Malgaches, sans exception, ainsi que des générations futures. Ils estiment qu'il y a eu suffisamment de répression et que les citoyens ont le droit d'exprimer leurs opinions. Le mouvement pour la restauration de l'état de droit s'est poursuivi aujourd'hui pour plusieurs citoyens de la capitale. Tous ceux qui recherchent le changement et des élections transparentes y participent, y compris les chefs spirituels, les syndicats, les organisations de la société civile, ainsi que des membres des communautés chrétiennes et musulmanes. Les manifestants réclament une refonte équitable, crédible et inclusive de l'élection présidentielle. Ils soulignent la nécessité d'une concertation régionale et nationale pour parvenir à un accord. Ce mouvement populaire se poursuivra demain dans toute l'île, invitant tous les Malgaches à se joindre à la cause. La déclaration du gouvernement français concernant la stratégie de la France en Afrique est attendue ce mardi. Cette déclaration sera suivie d'un débat parlementaire qui a lieu compte tenu du contexte actuel et des problèmes rencontrés par la France par rapport à ses relations avec ses anciennes colonies et aux difficultés auxquelles ces dernières font face sur tous les plans. Ce débat parlementaire doit marquer un nouveau départ dans les relations franco-africaines. Une quarantaine d'organisations et de personnalités appellent à un profond repositionnement de Paris, avec notamment la construction d'un livre blanc dans une tribune publiée par le magazine Jeune Afrique. Dans cette tribune, ces organisations et personnalités soulignent que la France est actuellement confrontée à des défis dans sa relation avec l'Afrique. Le rejet qui s'exprime n'est pas de la France ni des Français, mais de la politique menée par la France. Une politique qui est le résultat avant tout d'une relation ressentie depuis plusieurs décennies comme déséquilibrée, teintée de paternalisme, une relation qui n'a pas su soigner les stigmates de la colonisation. Il est donc nécessaire d'adopter une posture d'humilité et d'écoute réciproque. Le débat parlementaire doit donc être le point de départ d'une nouvelle histoire, la première étape d'un processus démocratique, consultatif et transparent pour repenser en profondeur l'avenir des relations avec les pays africains. Il s'agit de définir les nouvelles orientations de la relation que la France va entretenir avec le continent africain, y compris dans le cadre européen, de façon apaisée,
respectueuse et équilibrée, assainissant les blessures du passé colonial et post-colonial tout en se projetant ensemble face aux défis collectifs actuels. Dans une interview au magazine Point Afrique, le député Modem du Haut-Rhin, Bruno Fuchs, souligne que la principale question reste de savoir définir et d'exprimer clairement le rôle que veut jouer la France en Afrique pour redevenir cohérente et lisible et pouvoir ouvrir un nouveau cycle partenarial vertueux et fécond. Il plaide donc pour que la France se tienne à juste distance. Cela consisterait à ce que la France n'intervienne pas dans les affaires intérieures des pays africains tout en proposant un certain nombre de défis communs à résoudre et des projets à mener ensemble. La juste distance est compatible avec le fait que la France puisse à la demande des Africains protéger et participer à la sécurité à des échelles régionales. Force est de constater que la tenue d'un débat parlementaire sur la stratégie de la France en Afrique reflète une prise de conscience par rapport aux erreurs, aux comportements paternalistes ou arrogants, aux présences militaires incomprises comme au Mali et autres. La France veut redorer son blason en Afrique et veut que les Africains la voient autrement.